fait plus d'1 an maintenant qu'il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à cette course des 24 heures du Mans 2023, que je me suis imaginé tous les scénarios possibles. Mais je me rends compte qu'après plus d'1 an d'attente et plus de 365 scénarios différents imaginés, j'étais très loin de la dinguerie que nous ont proposé ces 62 voitures et ces 186 pilotes pendant cette édition. Aujourd'hui, on va revoir un peu ensemble tout ce qui s'est passé et me donner mon avis sur l'événement ainsi que mes ressentis sur les différentes performances. C'est parti! En vrai, je savais pas comment commencer la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Plus d'une semaine après la fin de cette course, on va revoir ensemble tout ce qui s'est passé pendant l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. Et il s'en est passé des choses, hein, ça je peux vous le dire. On va revoir à peu près par catégorie tout ce qui s'est passé, mon ressenti et comment je l'ai vécu sur place. Mais ouais, on a pas mal de boulot et on commence tout de suite avec la catégorie LMGTE AM. Pour la catégorie LMGTE AM, c'est le Corvette Racing avec la numéro 33 qui a remporté la course, suivi de l'Aston Martin Vantage du ORT by TF et la Porsche 911 du GR Racing. Cette victoire pour Corvette, elle est assez historique puisqu'ils reviennent de très très loin. Ils avaient eu d'énormes soucis mécaniques pendant la première partie de course. Ils avaient pas mal de tours de retard et ils ont réussi quand même à rattraper pour gagner avec plus de 2 minutes d'avance. C'est vraiment une performance exceptionnelle de la part de l'écurie américaine. Notons quand même que dans cette course, 5 voitures ont vraiment pu jouer la gagne tout le long de la course. On a donc les 3 qui ont fini sur le podium et on peut ajouter la Project One numéro 56, Rexy, qui a malheureusement eu des soucis en toute fin de course, et les Iron Dames également qui ont manqué de chance. Elles sont à 5 secondes de marquer l'histoire car elles sont à 5 secondes de finir sur le podium. J'étais vraiment triste, surtout qu'elles ont mené une bonne partie de la course, les Iron Dames, surtout pendant toute la nuit quasiment, et j'avoue qu'une fois sur place j'étais assez triste et même voir les pilotes pleurer, ça m'a fait un peu de peine, je vous avoue. Mais il faut quand même souligner les progrès que Sarah Bovy, Michel Gatting et Raël Frey ont fait ces dernières années. C'est vraiment fou, elles sont passées d'une voiture assez oubliable juste de l'événement à des véritables concurrentes pour jouer la gagne aux 24 heures du Mans. C'est assez fou quand même, ce qui veut dire les progressions. Par contre, les LMGTE AM, elles ont fait un autre souci pendant la course, je sais pas si vous avez remarqué, 21 voitures étaient au départ, il n'y en a que 9 qui ont fini la course. C'est vrai que cette course, on n'a pas été épargné pendant les départs. D'ailleurs, les tout premiers abandons sont la numéro 21 de la F Corset et la numéro 55 du GMB Motorsport. Elles n'ont fait que 21 tours. Il y a eu énormément d'accidents très tôt dans la course et beaucoup de GT. Et clairement, elles en payent le prix. Et oui, les très grosses perdantes de cette course sont les Ferrari officiels. Abandon très tôt pour la 21 qui pouvait potentiellement jouer la gagne. Et la numéro 83 de Richard Mille AF Corset avec Lilou Wadou dedans. Eh bien, elle s'est sortie très rapidement dès qu'il a commencé à avoir les plus hauts niveau des virages Porsche. On peut également noter la contre-performance de l'écurie Proton Competition. 4 voitures au départ et aucune qui ne franchit l'arrivée. Conclusion, la catégorie LMGTE AM, c'était une course assez passionnante à voir. C'était assez serré quand même, les 4 premiers qui finissent dans le même tour. On peut noter aussi les énormes crashs que ces voitures nous ont proposés pendant la course qui ont ajouté du spectacle. Mais sinon, ouais, c'était une très belle course, très belle remontée. Ça signe une très belle fin pour l'ère du Grand Tourisme Endurance du GTE et place au GT3 l'année prochaine. Et ça aussi, je pense que ça va faire du spectacle. On passe rapidement sur ce qui s'est passé pour la NASCAR. La NASCAR a fait une très belle course, des très beaux essais, surtout grâce à son équipage de rêve quand même. Un ancien champion du monde de Formule 1, un ancien vainqueur des 24 heures du Mans et un septuple champion du monde de NASCAR. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux pour un équipage pour les 24 heures du Mans, ça c'est sûr. Pendant la course, on pouvait quand même voir qu'elle avait un meilleur rythme quand même que toutes les autres GT. Elle avait 2 à 3 secondes plus rapide au tour, mais les arrêts au stand étaient un peu longs et surtout, elle a eu un énorme problème de fiabilité en toute fin de course, ce qui l'a immobilisée pendant un certain temps. Du coup, sur le papier, elle finit bonne derrière avec 285 tours parcourus, soit une trentaine de moins que la GT vainqueur. Mais on peut souligner la performance, une NASCAR a vu l'arrivée aux 24 heures du Mans, c'est assez historique. La voiture a fait un bruit monstrueux tout le week-end, c'était un spectacle. Elle a roulé dans les rues du Mans pendant la journée du pesage, c'était vraiment fabuleux. Bref, cette voiture a fait le spectacle et aussi elle a fait une très belle performance, donc chapeau à Lendrick Motorsport qui s'est occupé de tout ce projet. Clairement, c'est une réussite. Passons maintenant à la catégorie LMP2 où on a eu une course étrange. En fait, le problème du LMP2 cette année, c'est qu'il s'est passé tellement de choses en hypercar et en LMGTE AM que par rapport aux années précédentes, bah c'est sûr, on s'est pas forcément attardé sur eux. Ce qui est dommage parce que vraiment, le résultat qu'on a aujourd'hui
il est assez historique. Victoire donc de l'Inter-Europol Compétition, l'écurie polonaise, avec Jakub Śmigowski, soit le premier polonais à aller sur la première marche du podium aux 24 heures du Mans, Albert Costa et Fabio Scherer. Fabio Scherer qui a roulé toute la course avec un pied cassé. Sur le dernier arrêt au stand, c'est assez fou parce qu'on le voit aller dans sa voiture à cloche-pied. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'au tout début de la course, Fabio Scherer s'est fait rouler dessus par une GT et du coup, il s'est totalement cassé le pied. Il a quand même roulé toute la course avec cette blessure et ils ont réussi avec ses coéquipiers à gagner. C'est quand même fabuleux. La course de l'Inter-Europol aux compétitions est vraiment à mettre en avant car pour l'équipe en elle-même, c'est assez historique. Déjà, il faut noter que le premier podium de l'histoire de cette écurie au WEC, c'était il y a un peu plus de 2 mois, c'était aux 6 heures de Spa-Francorchamps. Et là, du coup, si vous faites le calcul, c'est littéralement leur première victoire au championnat d'endurance. C'est vraiment historique comme performance. À noter la deuxième place du team WRT avec la numéro 41 avec Rui Andrade, Louis Delatraz et Robert Kubica. Clairement, cette voiture, j'en reviens pas, elle est maudite, hein. Parce que Louis Delatraz et Robert Kubica, l'année dernière, ils étaient chez Prema et ils ont fini deuxième au Mans. Et en 2021, ils étaient aussi avec le team WRT, ils ont mené une grande partie de la course et ils abandonnent au dernier tour. C'est n'importe quoi. Troisième place pour le team Duquesne, clairement, très bonne course aussi. Les Alpines qui ont fait clairement une meilleure prestation que pendant tout le championnat du WEC, ils finissent quand même 4e et 9e, ce qui n'est vraiment pas dégueu. Et je tiens également à souligner la performance de l'Idexport et de Paul Louchatin pour avoir signé l'Hyperpole. Clairement, cette écurie a toujours été un peu en dessous des autres pendant tous les autres 24 heures du Mans et le pouvoir la mettre en avant pendant la séance de l'Hyperpole, clairement ça m'a fait ultra plaisir pour cette voiture. Une des voitures qui m'a fait de la peine pendant la course, c'est le Team Jota. Le Team Jota, si jamais vous avez suivi un peu toute la semaine les séances d'essais libres, les gens les testent et tout, la seule séance où elle n'a pas fini première de sa catégorie, c'était pendant l'Hyperpole où elle a fini deuxième et pendant la course elle a enchaîné les problèmes, elle finit 13e de la catégorie à 12 tours du leader. Bref, ça fait un peu mal pour la voiture. Je tiens aussi également à souligner les performances du Algarve Pro Racing avec la numéro 45 qui s'offre la victoire au classement des LMP2 Pro Am. En plus, la voiture, elle était assez jolie, donc belle performance en général de cette voiture. Dans cette catégorie, sur les 24 voitures, il y en a 7 qui ont abandonné, notamment celle de Dorian Pain, Daniel Kvyat qui se loupe pendant les virages Porsche au début de la nuit, ce qui abandonne les espoirs de bons résultats pour la jeune française. Mais en tout cas, elle a encore une fois été impressionnante et j'ai hâte de voir ce que cette pilote va donner dans le futur. Je sens qu'on a un énorme gros potentiel là. En tout cas, la course de la LMP2, je pense que si elle avait été toute seule, elle aurait été passionnante. Mais malheureusement, il y avait les hypercars. Le problème avec la catégorie hypercar, c'est que je ne sais pas par où commencer. Je vais juste vous donner une statistique comme ça. On a eu 8 voitures sur les 16 hypercars qui ont mené la course. On a eu 35 changements de leaders différents. C'est assez incroyable. Si on compare avec l'édition de 1999 que beaucoup considèrent comme une masterclass, seulement 5 voitures ont mené la course pour 3 constructeurs différents. Là, on a 8 voitures pour 5 constructeurs différents. On a eu la Toyota numéro 8, les 2 Ferrari 50 et 51, la Cadillac numéro 2, la Porsche numéro 5, 75 et la Jota numéro 38 et petite surprise, la Peugeot 9X8 numéro 94. C'est d'ailleurs l'une des choses que je retiens le plus, les Peugeot n'étaient pas si mauvaises que ça. D'ailleurs, pendant les phases de pluie de safety car, l'écurie Peugeot est celle qui a pris les meilleures décisions. Si on oublie les problèmes de fiabilité qu'ont eu les Peugeot à la fin de la course, soit elles ont été plutôt fiables. Et si on oublie la sortie de piste de la 94 qui était quasiment en tête vers 3h du matin, en soi, la course des Peugeot est assez solide. La 94 a environ mené 4 heures de la course, c'est quelque chose auquel personne ne s'y attendait avant que la course ne commence. Donc moi je dis effort à souligner de la part de Peugeot, ça fait ultra plaisir. Moi par contre, s'il y avait un déchirement de cœur que j'ai eu pendant la course, c'est la Jota. Parce que voir mener cette voiture au début de la soirée, ça a été vraiment l'un des meilleurs moments de la course. Franchement, l'avoir passée devant moi avec une seule petite LED d'allumée pour dire qu'elle était en tête de la catégorie et donc en tête de 24 heures du Mans, c'est une preuve que le règlement hypercar est une révolution et qu'il fonctionne ultra bien. Mais du coup, quel déchirement quand j'ai vu que Yifeye, alors quasiment l'homme le plus rapide sur la piste, se sort au dernier virage Porsche et doit faire des grosses réparations et anéantir les chances de réussite. Oh là là. Clairement, j'ai été ultra triste. Mais du coup, ça reflète quelque chose qui est en point commun avec toutes les Porsche. Je trouve qu'ils ont raté leur course quand même. Les 4 Porsche, sans exception, ont eu des soucis de fiabilité et qui fait que c'est le constructeur le moins bien classé de tous avec Van Wall. Van Wall, on en parle vite fait,
pas de rythme et pas de fiabilité. Après, elle faisait un très joli bruit. Alors ça par contre, c'est vrai. On a parlé de Peugeot, on a parlé de Porsche, on a parlé de Van Wall. Parlons du quatrième constructeur qui est le mieux classé, Glickenhaus. Alors Glickenhaus, c'est un peu à l'image de ce qu'ils nous ont fait en 2021, en 2022. C'est régulier et c'est fiable. Alors oui, ils ont fait quelques petites erreurs au lever du matin, on se souvient, ils ont 2 tout petits accidents et tout, mais c'est à souligner que les voitures finissent 6e et 7e de la catégorie Hypercar, ce qui n'était pas du tout gagné la veille. Donc moi, je sais à souligner la performance de cette toute petite équipe face aux mastodontes que sont les autres constructeurs. Ils ont complètement bien géré leur course et franchement je dis chapeau Glickenhaus. Il y a quelques rumeurs comme quoi ils feront pas le WEC l'année prochaine et je trouve que ce serait vraiment dommage pour l'image du championnat, car vraiment cette écurie montre que le règlement Hypercar permet à des jeunes écuries de s'en sortir et tout, même si oui, ils ont beaucoup moins de performance que les autres constructeurs, mais quand même, je pense qu'ils ont leur place et ils méritent amplement d'être ici. Troisième constructeur le mieux classé, on va parler de Toyota. Sur les 2 voitures, une seule rejoint l'arrivée, la numéro 8, pilotée par Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa. La numéro 7, elle, a encore, et c'est vraiment terrible, encore été frappé par la malchance. La seule course où cet équipage n'a pas eu de problème, c'est quand ils ont gagné en 2021. Sinon, en 2022, ils ont eu des problèmes. En 2020, ils ont eu des problèmes. En 2018, ils ont eu des problèmes. En 2017, ils ont eu des problèmes. Et là, cette année, qu'est-ce qui se passe? Ils ont encore des problèmes. Et c'est fou parce que c'est encore Kamui Kobayashi qui est dans la voiture à ce moment-là. Dommage parce que je me souviens qu'à ce moment-là, elle jouait la gagne. Et d'ailleurs, sur les retranscriptions de la télé, c'est assez magistral parce qu'au début, on a juste l'image de la Ferrari 66 qui est cassée. Et là, il y a un petit travelling qui va sur le côté. Et hop, la Toyota numéro 7, elle est dans le champ et en fait, elle a l'arrêt aussi. L'image est ultra flippante. Tu fais, oh non, pas encore. Et si, encore la malchance frappée par Toyota. La numéro 8, quant à elle, finit sur une très belle 2e place. Et donc, on est sur un 6e podium consécutif pour cet équipage et surtout pour Sébastien Buemi. Cette voiture a joué la gagne pendant toute la course et à 2 heures de la fin, Ryo Hirakawa se sort un tout petit peu, mais c'est ce qui la sort de la lutte. Elle se retarde à 2 minutes, puis la Ferrari qui a gagné a eu un petit contretemps au stand, ce qui fait qu'elle termine à 1 minute 21 de la gagne. C'est une très belle course. Ce n'était pas la voiture la plus rapide sur les 24 heures du Mans, c'était la 2e meilleure voiture. Les pilotes ont enfin dû piloter à 100% pour voir ce que cette voiture donnait. Et dommage, c'est pas passé à grand chose pour eux. C'est très dommage, mais en tout cas, on peut dire quand même félicitations parce que c'est quand même une très belle 2e place. La 2e meilleure écurie de cette course, c'est Cadillac. On a quand même une magnifique 3e et 4e place de voiture, ainsi qu'une 10e place de la dernière voiture de l'Action Express Racing, qui a eu un accident dès le départ, c'était injuste, mais elle a réussi à aller jusqu'au bout et si c'est dans le top 10. Si ça, c'est pas génial. La voiture numéro 2 qui a fini sur le podium, celle du WEC, donc a fini seulement un petit tour derrière la Ferrari qui a gagné. C'est également du coup le premier podium de la marque depuis son retour au championnat du monde d'endurance. Et la voiture numéro 3 finit 4e avec 2 petits tours. La voiture numéro 3 d'ailleurs qui a enchaîné les malchances en début de course. Alors oui, elle jouait la gagne depuis le début de la course quasiment, puis ensuite elle s'est fait bousculer par des GT, ensuite elle a fait des spins dans l'eau, bref, elle a enchaîné les malchances mais a quand même remonté jusqu'à la 4e place, ce qui est vraiment une performance exceptionnelle. En ce qui concerne la voiture numéro 2, celle du WEC, je pense que c'est celle de toute la grille Hypercar qui a eu le ton le plus régulier pendant toute la course. En ce qui concerne toutes les autres Hypercars, je vois forcément un moment où elles ont eu des problèmes, mais j'y arrive pas avec la numéro 2 et c'est sûrement parce qu'elle n'en a pas eu en fait. Je pense que c'est la seule Hypercar qui s'est épargnée tous les soucis. D'ailleurs maintenant, si j'y pense aux 3 premières manches d'ouverture du championnat du WEC, je crois qu'elle n'a pas eu de soucis tout court. En tout cas, chapeau à Cadillac, vos voitures sont magnifiques, elles font un bruit magnifique et en plus de ça, elles sont fiables, régulières, performantes et bravo, vous venez de monter sur la 3e marche du podium des 24 heures du Mans. Et donc, forcément, on va finir par l'écurie qui a fait la plus belle performance et ça pouvait être personne d'autre que Ferrari en fait. Ferrari, après 58 ans d'attente, remporte les 24 heures du Mans pour la 10e fois. C'est le 3e constructeur à remporter une 10e fois les 24 heures du Mans derrière Porsche et Audi. Bref, c'est historique ce qui vient de se passer aux 24 heures du Mans. En tout cas, la numéro 51 qui a gagné nous aura fait une belle frayeur au tout dernier arrêt au stand, puisque comme un peu plus tôt dans la course, elle s'arrête 1 minute, problème de démarreur, elle a failli pas redémarrer. J'avoue que moi j'ai flippé. J'étais content que Ferrari l'emporte. Je vois le dernier arrêt au stand, je vois qu'elle reste immobilisée. Je vais pas bien. Mais belle victoire, ça a été le constructeur le plus solide depuis le début de la semaine. Elle signe l'Hyperpole avec un tour magistral d'Antonio Fuoco. La numéro 50 d'ailleurs qui finit 5e, qui a eu un souci dans la nuit. Elle finit quand même à 5 petits tours et avec le meilleur tour en course. C'est d'ailleurs la seule voiture à avoir fait un
tours en moins de 3 minutes et 27 secondes. En tout cas, je suis ultra heureux que ce soit Ferrari qui ait gagné les 24 heures du Mans et j'ai hâte de voir ce que va donner la fin de la saison qui en soi arrive très prochainement puisqu'il ne reste que 3 courses. La prochaine d'ailleurs est à Monza, c'est en mi-juillet et j'ai hâte de voir ce que le public italien va donner comme accueil à nos chers amis de chez Ferrari. En ce qui concerne le championnat, on va faire un petit tour de tous les championnats qu'il y a en commençant par le LMGTE AM. Le Corvette Racing est largement devant avec 132 points, le deuxième qui est la Aston Martin du ORT by TF n'en a que 59, suivi en troisième place par les Iron Bems. Et après calcul, il suffit juste que la Corvette finisse dans les 2 premiers à la prochaine course et elle est officiellement championne du monde, ce qui est triste pour le championnat, mais en soi, c'est la seule voiture qui a eu des résultats ultra réguliers, parce qu'en soi, derrière, c'est ultra serré. Hein. Mais hâte de voir ce que va donner la suite de ce championnat du LMGTE AM. En soi, tout est encore possible, mais c'est vrai qu'avec la Corvette aussi loin devant, je pense qu'il n'y a plus trop de surprises. En ce qui concerne le LMP2, c'est assez serré aussi entre les 2 premiers que sont la numéro 41 du team WRT. Après sa victoire à Spa et sa deuxième place au Mans, la voiture se trouve logiquement en tête, avec 4 petits points d'avance devant la voiture de l'Inter-Europol Competition. Les 50 points de la victoire 24 heures du Mans font très plaisir. On retrouve les 2 voitures de l'United Autosport dont j'ai pas du tout parlé pendant cette review. En même temps, ils ont été assez transparents pendant toute la semaine. Hâte de voir ce que va donner la suite de ce championnat. En tout cas, on a 2 voitures qui commencent un peu à s'envoler dans le classement, mais rien n'est joué. En ce qui concerne l'hypercar, c'est toujours la numéro 8 qui domine le classement devant la numéro 51 et la Cadillac numéro 2. Avec son abandon, la Toyota numéro 7 dégringole dans le classement et n'est que 4e. En tout cas, cette édition des 24 heures du Mans a été exceptionnelle. J'ai vécu une semaine de fou. J'ai vu des pilotes légendaires, j'ai revu des voitures légendaires ainsi que celles de mon enfance. C'était vraiment un week-end inoubliable, une course phénoménale. Je pense on s'en souviendra dans les futures années. En tout cas, je vous donne rendez-vous très vite sur sa chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu et vive la course automobile, bordel. Allez, salut!